Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Ma nouvelle invitée est Dounia Tazi, la directrice des opérations de l'ICSI, l'Institut pour une culture de sécurité industrielle que vous connaissez sûrement déjà. Dounia accompagne les membres de l'ICSI dans leur programme d'évolution de leur culture sécurité dans tous les secteurs d'activité, en France et également à l'international. Au programme de cet épisode, nous abordons les outils de communication, les travaux et surtout la vision de la sécurité industrielle de l'ICSI. Bonne écoute! Bonjour Dounia Tazi, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du partage d'expérience en prévention des risques. Dounia, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Alors, pour commencer, on va rentrer tout de suite dans le dur, on va dire. Est-ce que vous pourrez commencer par vous présenter, nous dire aujourd'hui ce que vous faites pour l'ICSI? Donc actuellement, moi je suis experte en facteurs organisationnels et humains et en culture de sécurité. Et en même temps, je suis directrice des opérations de l'ICSI depuis 2018. Alors l'ICSI, c'est Institut pour une culture de sécurité industrielle. Alors un peu mon parcours, je suis arrivée en France à 18 ans avec mon bac en poche. Ensuite, j'ai fait, on va dire, assez classiquement une prépa, une école d'ingénieur chimiste. Et en fait, à l'entrée de ma deuxième année, ça a été la catastrophe d'AZF à Toulouse. Et j'ai été profondément touchée, tout simplement parce que j'étais à l'école d'ingénieur qui était à quelques mètres de l'usine. Et donc, pas mal de personnes qui avaient fait la même école que moi étaient du coup ingénieurs dans cette usine. Il y avait énormément d'échanges entre les deux. Et du coup, cette catastrophe, elle m'a pas mal marquée parce que j'étais là, oula, ça veut dire que le boulot auquel je me prépare peut amener à une catastrophe aussi grande. D'accord. Ça m'a un peu bouleversée, on va dire, et touchée, d'autant plus que j'étais à l'époque au bureau des élèves et des fêtes, qui étaient là pour accueillir les nouveaux première année. Et il y a eu quand même un bon nombre de premières années qui ont été blessées, puisqu'il y avait au sein même de l'école une cité universitaire, donc où pas mal de premières années habitaient. Donc c'est vrai que ça m'a particulièrement touchée. Je pense que ça a été le moment qui m'a fait basculer et fait prendre conscience de ce qu'était la sécurité industrielle. Mais vous étiez vous-même du coup sur les lieux de l'accident, enfin vraiment juste à côté. Alors j'allais y aller. D'accord. J'étais en partance, on va dire, on partait en week-end d'intégration, vous savez, ces week-ends, alors Ouais, j'étais je là vois. pour intégrer les nouveaux. Et donc, on y allait, on était là pour partir, c'était un vendredi, on était prêt à partir pour un week-end de fête. Et ça s'est transformé pas de la meilleure des façons. Bah oui, Voilà. mais alors du coup effectivement, alors je savais pas du tout comment dire cette partie de votre histoire du coup, et c'est aussi l'événement fondateur de l'ICSI, donc peut-être que vous pourrez continuer par nous présenter l'ICSI avant de revenir à ce que vous y faites. Oui, donc l'ICSI est né également de la catastrophe d'AZF, donc créé en 2003 à Toulouse. Et d'une certaine manière, l'histoire, c'est d'un côté des industriels, de l'autre des collectivités, différentes personnalités au début, qui se sont dit, il manque quelque chose. Il manque quelque chose et il manque un endroit qui soit fédérateur, qui permette de réfléchir à la sécurité industrielle à un moment où on n'est pas en temps de crise. Alors, c'est d'autant plus vrai qu'il y a eu une enquête qui a fait suite à la catastrophe d'AZF
et qui a démontré qu'il y avait globalement un manque de culture sécurité partout, que ce soit au sein des industries, que ce soit au niveau du public qui habite autour, des riverains et même plus largement, on va dire, les Toulousains, qu'au niveau syndical, ce n'était pas un sujet qui était vraiment pris en compte, qu'au niveau collectivité, il y avait des choses qui existaient déjà, mais finalement, c'était pas un sujet qui était au cœur des préoccupations et surtout sur lesquels il y avait un vrai partage sur quelles sont les problématiques d'un côté, qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un événement de ce type-là qui arrive. Donc, d'une certaine manière, c'est de là qu'est né l'ICSI. C'est dans cette volonté d'avoir un lieu d'échange et de partage avec les différentes parties prenantes qui soient présentes et qu'il y ait donc un partage à un moment où ce n'est pas un temps de crise. Alors quand je dis toutes les parties prenantes, en réalité au début il en manquait une et c'était fait exprès, c'est-à-dire qu'au début il n'y avait pas du tout les autorités. Et c'était fait exprès de manière à permettre la parole la plus libre possible pour le lancement de l'ICSI. D'accord, mais ils sont venus finalement dans la discussion dans un second temps. Alors petit à petit, mais ça reste encore une nouveauté. D'un côté, il y a des travaux que l'on fait en commun ou en partage avec des autorités. Et puis, il y a pour l'instant officiellement une seule autorité qui est membre de l'ICSI, c'est l'ERA, donc c'est l'Agence européenne du rail. D'accord. Alors on va continuer après sur la partie des actions et notamment des productions de l'ICSI. Mais alors vous êtes la directrice et vous avez dit également la experte à l'ICSI. Ça consiste en quoi et finalement à quoi ressemble votre quotidien dans cette mission? Alors, je dirais que mon quotidien, il est en deux grandes parties. Il y a une partie de travail qui est associée à l'expertise. Et donc là, mon travail concrètement, ça va être d'accompagner des membres de l'ICSI dans leur démarche culture-sécurité. Ça va être d'aller sur le terrain réaliser des diagnostics du niveau de maturité de la culture-sécurité. Ça va être également de développer des formations ou d'animer des formations. Donc ça, c'est pour la partie expertise. Et puis sur la partie direction des opérations, là, pour le coup, on est sur quelque chose qui est plus d'un côté une vision stratégique sur à quoi ressemblera l'ICSI dans quelques mois, voire quelques années. Il y a une partie bien évidemment managériale et puis il y a des parties également de gestion budgétaire, de gestion des compétences, qui sont plus finalement directement liées à un poste de direction et dont les caractéristiques, on les retrouve quel que soit le secteur d'activité. Très bien. Et donc, ça fait pas mal de choses à piloter. Et j'aurais envie de continuer un peu sur la partie formation et les actions que vous menez. Donc, peut-être qu'on peut revenir justement déjà au cahier de la sécurité que l'ICSI produit. Il y en a, je ne sais plus exactement combien par année, mais vous en produisez un certain nombre. Et ça dépend de pas mal de groupes d'échange, pardon. Peut-être que c'est un livrable que vous pourrez peut-être nous expliciter plus précisément. Oui, tout à fait. Donc, l'ICSI est d'ailleurs en parallèle la FONCSI aussi. Donc, l'ICSI, c'est l'Institut pour une culture de sécurité industrielle et à côté, il y a la Fondation pour une culture de sécurité industrielle et on a
une ligne commune de publication qui s'appelle les cahiers de la sécurité industrielle. Alors, côté ICSI, à la demande généralement d'un membre, on va lancer ce qu'on appelle un groupe d'échange. Alors, un groupe d'échange, c'est quoi ? C'est une thématique donnée qui va être proposée par un membre. Et puis, on va mettre autour de la table des représentants des différents collèges de l'ICSI, c'est-à-dire des industriels, des collectivités, des syndicats, des instituts de recherche. On va les mettre, des experts spécifiques sur le sujet, on va les mettre ensemble et on va leur donner un sujet, une problématique, et ils vont avoir à peu près 1 an et demi pour travailler ce sujet, proposer des bonnes pratiques, des recommandations à des moments, s'il y en a déjà présentes, et sinon, demander à ce que, par exemple, il y ait une formation spécifique qui soit proposée ou un projet de recherche ou d'approfondissement qui soit fait. Et les bonnes pratiques, les recommandations et les résultats des travaux qui auront été faits sont synthétisés dans ce qu'on appelle un cahier de la sécurité industrielle. Alors, ce sont, dans un premier temps, des cahiers qui sont, même si on fait un effort de vulgarisation, qui restent quand même pour des gens qui sont assez spécialistes et amateurs de ce sujet-là. Et donc, petit à petit, on a élargi nos propositions de publication avec des supports qui sont plus facilement partageables avec le plus grand nombre. Donc, d'un côté, au niveau de l'ICSI, on a développé ce qu'on appelle les essentiels. Donc, c'est d'une certaine manière, c'est un peu une synthèse d'un des cahiers de la culture sécurité industrielle et qui vraiment pose et donne le positionnement de l'ICSI. Quand je dis l'ICSI, c'est bien le positionnement des membres de l'ICSI sur tel sujet. Et en parallèle, on a développé toute une série de ressources numériques, par exemple des animations de 2-3 minutes qui sont là pour introduire un des concepts qui est associé à la culture sécurité ou aux facteurs organisationnels et humains. Et oui, et justement, il y a beaucoup de thèmes. Peut-être qu'il y a des grands thèmes que vous pourriez nous partager, ou en tout cas sur lesquels vous communiquez le plus largement. Alors, je pourrais vous parler de 3 grands thèmes. Alors, le premier, c'est bien évidemment autour de la culture de sécurité. Donc ça, c'est un thème assez fondateur, bien évidemment, côté de l'ICSI, mais bizarrement, ça n'a été qu'en 2017 où on a réellement sorti une publication sur ce que l'ICSI, et je rappelle toujours, c'est ce que les membres de l'ICSI pense être la culture sécurité, quels sont ses attributs, comment est-ce qu'on peut la faire évoluer. Deuxième grand sujet, c'est autour de la prévention des accidents graves, mortels et technologiques majeurs. Alors d'une certaine manière, on s'est attaqué à décortiquer la célèbre pyramide de Bird, qui souvent a été mal interprétée, et dans beaucoup d'industries, l'ensemble des accidents, qu'ils soient d'une certaine manière de la bobologie, c'est-à-dire des petits incidents, mais qui, dans tous les cas, seraient restés des petits incidents ou accidents, étaient mis au même pied, avec les mêmes efforts que des accidents majeurs ou des événements qui, dans des conditions un petit peu différentes, auraient amené à un accident grave, mortel ou technologique majeur. Donc, on a travaillé vraiment sur
comment est-ce qu'on pouvait se focaliser toute la prévention sur éradiquer les accidents graves, mortels et technologiques majeurs. Donc ça, c'est vraiment le travail qu'on a fait en 2019. Et je vous coupe, après, bien sûr, je vous laisserai finir. Mais c'est vrai qu'il y a notamment une vidéo. Alors moi, je suis un fan convaincu des vidéos de Lixi qui sont vraiment très didactiques. Vous parliez de vulgarisation tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire pour vulgariser des concepts qui sont pas toujours évidents pour des personnes un peu loin du sujet, ou même des personnes du sujet d'ailleurs. Et celui-ci sur, je crois que c'est Too Bird ou Or Not Too Bird, il est vraiment très, très bien fait. Et je pense que c'est de cette manière-là que la culture, justement, elle se diffuse. Et d'ailleurs, il y a une vidéo aussi que je pense qui est vraiment très intéressante sur la culture de sécurité, qui est vraiment aussi très, très bien faite. Mais je vous laisse reprendre. Oui, donc c'est vrai qu'on essaye de faire ces vidéos qui sont dans le ton un peu décalé, mais dont les sujets qui sont traités sont des sujets qui sont très sérieux en fait, ou en tout cas qui sont là pour vulgariser des concepts qui ne sont pas si faciles que ça à appréhender. Et en fait, le troisième sujet, alors qui est tout nouveau, et qui est en lien direct avec la situation actuelle que nous vivons. C'est un sujet qui est plus autour de la résilience organisationnelle. Et j'insiste sur le mot organisationnel et tout ce qui touche aux arbitrages et au leadership dans l'incertain. Donc ça, c'est une nouvelle thématique que l'on est en train d'aborder, qui est encore en phase d'étude au niveau de l'ICSI. Donc ça sera la petite nouveauté qui arrivera dans quelques mois. Très bien, du coup, j'y serai attentif. Vous avez beaucoup parlé des membres de l'ICSI. Est-ce que vous pourrez nous donner des exemples de type qui est-ce qui peut être membre de l'ICSI et finalement les actions qu'ils vont réaliser dans ce cadre-là? Alors aujourd'hui, les membres de l'ICSI, ce sont des organisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part des personnes qualifiées, et parce qu'elles ont été retenues, parce qu'elles ont une expertise particulière, une personne ne peut aujourd'hui malheureusement pas devenir membre de l'ICSI à titre personnel. Mais on va avoir donc différents collèges, on va avoir des industriels. Alors pour vous donner quelques exemples, on va avoir Total, EDF, Air Liquide, SNCF, Air France qui sont membres de l'ICSI. Il y en a plein d'autres d'industriels. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est sur des secteurs d'activité très différents. On va avoir différents syndicats, par exemple la CGT, la CFDT, CFE-CGC qui est également membre de l'ICSI. On va avoir différentes collectivités territoriales. Alors souvent, ce sont parce qu'il y a aussi des pôles industriels importants. Donc là, côté de Normandie, côté de Lyon, et puis également côté Toulouse. Toulouse étant plus historique. On va avoir également différents instituts de recherche ou des écoles. On va avoir l'INSA, le CNRS, l'INERIS, l'IRSN, qui sont également membres de l'ICSI, par exemple. Les membres de l'ICSI, ils sont donc des participants des groupes d'échange et également ils font partie de la communauté de l'ICSI et ça se traduit comment dans leurs actions? Alors, il y a différentes choses. Donc, d'un côté, en effet, le fait de devenir membre à l'ICSI ouvre droit à la participation au groupe d'échange. Ça permet également, à différents niveaux, vraiment d'être dans les instances décisionnaires de l'ICSI.
et donc de participer aux choix stratégiques qui sont faits par l'ICSI. Tout membre et du coup participe par exemple à l'Assemblée générale, où il va y avoir différents choix stratégiques qui vont être faits. Certains des membres font partie soit du conseil d'administration de l'ICSI, soit d'une autre instance qui s'appelle le conseil d'orientation et d'évaluation, qui est l'instance qui finalement donne et propose les grandes orientations que doit prendre l'ICSI, que ce soit sur les thématiques qui doivent être abordées, mais également sur quels sont un petit peu, par exemple, les profils que l'ICSI devrait embaucher, quelles sont les compétences qui devraient être développées au sein de l'ICSI. Être membre également de l'ICSI, ça fait également, ça vous permet de bénéficier d'un réseau et que, par exemple, si je sais pas, vous avez une problématique sur les questions de sous-traitance, par exemple, l'ICSI va vous permettre aussi de vous mettre en relation avec d'autres entités ou organisations qui ont eu à gérer des situations similaires. Donc, c'est également une plateforme de benchmark et de recueil de bonnes pratiques, finalement. Et puis, nos membres vont pouvoir bénéficier de certaines activités, en particulier les activités d'expertise et d'accompagnement qui sont réservées aux membres de l'ICSI. Ah, d'accord. Alors ça, je savais pas que c'était réservé aux membres de l'ICSI. Et donc, du coup, j'allais vous poser la question de voir comment cette expertise elle se caractérise et comment vous aidez vos membres alors. Alors, dans les activités de l'ICSI, donc il y a une partie d'activités associatives qui, dans le centre, sont les groupes d'échange et vont permettre le développement et derrière la diffusion des différentes publications ou ressources de l'ICSI qui sont d'intérêt général et donc accessibles gratuitement, que ce soit sur le site internet de l'ICSI ou via la chaîne YouTube de l'ICSI, par exemple. Ensuite, on va avoir un volet d'activités lucratives, des activités de formation, que ce soit des formations courtes ou des formations beaucoup plus longues, puisqu'on offre par exemple que ce soit des executive masters d'un côté ou des masters spécialisés de l'autre. Et donc ça, c'est des activités, les activités de formation sont accessibles à tout le monde. Par contre, les activités d'expertise et d'accompagnement, celles-ci sont strictement réservées aux membres de l'ICSI. Alors, concrètement, c'est quoi ? Donc, en fait, c'est une démarche d'évolution de la culture de sécurité qui se décline en 5 grandes étapes. Alors, selon, bien évidemment, la situation de l'entité, on va rentrer à l'étape 2, 3 ou 4 ou à l'étape 1. Donc, ces 5 étapes, quelles sont-elles ? La première, c'est une phase de diagnostic pour se dire où est-ce qu'on en est en termes de culture sécurité et quelle est la place de la sécurité dans notre organisation. Alors, bien évidemment, il y a différentes modalités pour réaliser ce diagnostic, mais l'objectif premier, c'est de se dire on en est où ? Et surtout de partager l'urgence de changer au sein de l'ensemble de l'organisation. Deuxième, peut-être juste revenir, et là, on utilise comme modèle d'analyse de la maturité ce qui est connu sous le nom de la rosace de la culture sécurité. Donc, ce sont les différents attributs d'une culture sécurité performante. Deuxième grande étape, là cette fois-ci, c'est la vision. Donc on fait vraiment attention à ce que nos membres ne se jettent pas directement d'un diagnostic vers un plan d'action, parce qu'on sait que ça ne marche pas.
en termes de culture sécurité. On est vraiment dans une démarche de changement et donc il y a un passage obligé qui est de définir sa vision, donc faire tout un travail de projection et se dire dans 4-5 ans, où est-ce qu'on a envie d'être en termes de culture de sécurité, quelles sont les stratégies que l'on va adopter, quels sont les sujets phares, et ils doivent être très peu nombreux, sur lesquels on veut que notre culture sécurité se repose. Troisième grande étape, là cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle le programme. C'est vraiment définir quel est le plan d'action qui va être mené et c'est une réelle co-construction de son plan d'action. Ce qu'on évite au maximum, c'est que ce soit un plan d'action qui soit pondu, que ce soit par un comité de direction ou que ce soit par le service QHSE d'une organisation. Et que ce soit vraiment le fruit d'une co-construction au sein de l'organisation. Quatrième étape, c'est le parcours. Donc là, c'est l'engagement dans les actions. Et là encore, on tient vraiment à ce que ce soit les différents acteurs de l'organisation qui soient engagés dans les différentes actions. En aucun cas, ça ne peut être une action qui peut être réalisée par une personne toute seule dans son coin parce qu'elle a été identifiée comme étant le pilote dans l'action. On insiste vraiment pour que les actions, ce soient des actions culture sécurité, c'est-à-dire des actions qui ont pour objectif de faire évoluer les manières de faire ou les manières de penser du plus grand nombre d'acteurs d'une organisation et avec en ligne de mire la prévention des accidents graves, mortels et technologiques majeurs. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape d'ancrage. C'est comment est-ce qu'on s'assure que tout ce qui a été co-construit et engagé perdure dans le temps et que ce ne soit pas uniquement lié aux personnes qui ont assuré le portage de ce programme à un moment donné, mais que ce soit totalement ancré dans l'organisation et donc que ça prend en compte, par exemple, l'arrivée des nouveaux et que ce soit totalement ancré dans les processus habituels qui sont dans l'organisation. Et du coup, l'ICSI, notamment sur cette phase de pérennisation, va être présent à toutes les phases du projet, j'imagine, mais de manière ponctuelle ou de manière continuelle? Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est souvent on est assez présent au début, donc dans la phase en particulier de diagnostic, et puis petit à petit d'être moins présent. Parce qu'une culture sécurité, ça se construit et c'est les acteurs de l'organisation qui la construisent. Donc, ça ne peut pas être porté par l'ICSI tout le temps. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas vraiment la culture de l'organisation, mais on a importé une culture aussi belle que soit la proposition que peut faire l'ICSI. Donc, c'est vrai qu'on est assez présent sur la partie diagnostic, en particulier pour amener de la méthodologie et différents outils. Mais en réalité, dès la phase de vision, on insiste fortement pour que ce soit l'organisation qui décide. De manière très concrète, l'ICSI ne propose pas de plan d'action. D'accord. C'est à l'organisation, je dirais, de se creuser un peu les méninges et de prendre des décisions stratégiques et vraiment se poser la question, oui, mais on veut être où? Alors l'ICSI va être là pour accompagner, pour animer, mais la décision, ce n'est pas l'ICSI qui va la prendre. Tout comme sur la partie action, on peut être là en accompagnement à travers des formations ou pour faire profiter de bonnes pratiques. Mais on insiste vraiment pour que l'entreprise développe des compétences spécifiques sur le sujet en interne et que par la suite, ce soit des sujets qui soient pris en charge directement par l'organisation. D'une certaine manière, on est très content quand l'organisation n'a plus besoin de nous et qu'elle vient nous voir uniquement par plaisir et pour partager avec nous
ce qu'elle a réalisé. D'accord. Donc ça, c'est un peu l'objectif final, quoi. Arriver à une autonomisation des membres qui, finalement, ont plus besoin de vous que pour le partage des bonnes pratiques et cette amélioration continue, finalement. C'est ça. D'accord. J'ai d'autres questions ensuite qui sont un peu deux questions en une. C'est plutôt sur la partie crise sanitaire et Covid-19. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager comment vous avez été impacté, mais surtout comment vous êtes adapté au niveau de l'ICSI pour maintenir vos activités? Alors l'ICSI a été, en tout cas sur la première vague, très fortement impacté. Et de manière très concrète, sur l'année, on a à peu près une baisse des activités opérationnelles qui est entre 30 et 40%. Tout simplement parce qu'il y a une grande partie de nos activités qui sont des activités qui se font en présentiel, que ce soit quand on accompagne nos membres, on les accompagne sur le terrain, ou que ce soit pour tout un volet de formation, donc des formations qui sont pour partie en présentiel. Et au niveau de l'ICSI, et c'est quelque chose qu'on a développé dès 2014, on a commencé à développer beaucoup de ressources numériques à travers deux plateformes. Une première plateforme qu'on appelle la Safety Academy, qui est un centre de ressources dédié à la culture sécurité et dont une partie est accessible librement. Et de l'autre, une plateforme, là, cette fois-ci vraiment de formation, qu'on appelle la Safety Education. Donc, pendant toute la période du premier confinement, donc de mi-mars, et on l'a prolongé finalement jusqu'à fin août, on a ouvert l'accès gratuitement à l'ensemble de notre centre de ressources. Donc, la Safety Academy, c'était accessible gratuitement pour tout le monde. Deuxième chose qu'on a lancée, c'est qu'on a offert, là cette fois-ci pour nos membres, l'accès gratuitement à une formation sur les fondamentaux de la culture sécurité et des facteurs organisationnels et humains. Donc c'est une formation en ligne et que là encore, on a ouvert gratuitement pour que nos membres qui pour certains étaient aussi en activité partielle, puissent profiter de ces moments pour continuer à se former. Et en parallèle, nous-mêmes, on s'est fortement formés. On a eu un gros programme de formation sur la transformation digitale, de manière à pouvoir transformer, ou en tout cas offrir une option distancielle de quasiment toutes nos interventions. Ce qu'on a lancé également, et toujours pour rester proche de nos membres, c'est que d'un côté, de manière spécifique, et c'était vraiment à la demande, on a fait des accompagnements de certains de nos membres dans la mesure des impacts humains et organisationnels de la crise sanitaire. On a également lancé toute une série de webinaires, de partage d'expériences sur la manière dont a été gérée la crise, que ce soit pendant le premier confinement ou même maintenant, puisque le dernier webinaire a eu lieu il y a moins de 10 jours. Et les personnes, parce que vous, dans votre partage d'expérience, il y a des comment dire, des industriels, mais il y a aussi enfin, en fait, ça correspond, je suis en train de me rendre compte, tout à fait aux membres de l'ICSI, et les personnes qui assistent sont également des membres de l'ICSI. Alors, en effet, nos invités lors de ces webinaires, on veut qu'il y ait de la diversité et donc que l'esprit et les membres de l'ICSI soient représentés. Et donc que cette diversité des membres soit représentée. Par contre, nos webinaires sont gratuits et accessibles à tout le monde. Donc, ils ne sont pas limités aux membres de l'ICSI. D'accord.
Ouais, ça c'est effectivement, moi j'avais vu des publications sur les réseaux sociaux tout simplement, et où effectivement je voyais que c'était des webinaires gratuits, mais je ne sais pas si je l'ai bien précisé, mais de toute façon vos cahiers de la sécurité sont également gratuits. C'est des publications aussi qui peuvent être consultées par tout le monde. Et de cette manière-là, je pense que ça sert aussi à œuvrer pour une culture de sécurité industrielle en Tout- ouvrant plus grand. oui, tout à fait. C'est vraiment dans les missions de l'ICSI, hein. L'ICSI, c'est une association loi 1901 avec un objectif, hein, d'intérêt général. Donc, il y a tout un pan d'activité qui est assez important, qui est là pour assurer une accessibilité, une vulgarisation au plus grand nombre des travaux, des publications, des webinaires, des ressources de l'IFI. Et justement, alors ça date vraiment de là, on est le 14 décembre quand on enregistre cet épisode, et je crois que la semaine dernière ou la semaine d'avant, vous avez publié 2 nouveaux sites web. Peut-être que vous pourrez nous en parler un peu plus. Oui, nouveautés, ils ont été lancés tout début décembre, donc 2 nouveaux sites web. Un site web xi-eu.org qui est, je dirais, l'adresse historique de l'ICSI, mais le site internet a été totalement revu de manière à ce qu'il soit le plus user-friendly, hein, d'un côté, et surtout qui recense, et on va y retrouver toutes les publications gratuites de l'ICSI, hein, qui sont téléchargeables et accessibles gratuitement, et vraiment qui présentent les différents positionnements de l'ICSI sur les sujets fondamentaux de l'ICSI, hein, qui sont autour de la culture sécurité, facteurs organisationnels et humains, prévention des accidents graves et mortels, leadership sécurité, pour ne citer que cela. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver sur le site internet de l'ICSI dans son adresse historique. Et il y a un nouveau site donc, qui s'appelle Safety in Practice, qui lui est le site qui sur les offres de services de l'ICSI, et donc qui va de manière plus précise présenter les formations qui sont proposées par l'ICSI, les accompagnements, et puis également tous les outils que nous pouvons mettre à disposition pour animer la sécurité. D'accord, très bien. Bien sûr, les liens des nouveaux sites et des anciens sites, du coup, seront en description de l'épisode si vous voulez aller y faire un tour. Et pour l'avoir fait, d'ailleurs, c'est vrai que c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus ergonomique, je trouve, le nouveau site de l'ICSI pour le coup. Ça permet quand même de bien retrouver les thèmes et les publications de l'ICSI directement. On va revenir un peu sur vous, Dounia. Est-ce que vous pourrez nous partager ce que vous avez appris depuis que vous êtes à ce poste, Alexis? Qu'est-ce que j'ai appris? En fait, je pense que ce que j'apprécie le plus dans mon travail à l'ICSI, c'est la diversité. Donc, que ce soit la diversité des secteurs d'activité sur lesquels on intervient, que ce soit les publics. Je dirais, un jour, on peut être en immersion sur un terrain, je dirais, à l'autre bout du monde, alors moins ces temps-ci, mais on va dire dans une usine où on va faire des immersions avec des opérateurs, et puis le lendemain, on va animer un séminaire avec le comité exécutif. On va avoir toute cette diversité de publics avec laquelle on va travailler. Et ce que j'ai vraiment appris, je pense, c'est vraiment que la sécurité et la culture de sécurité, ça se co-construit. Ça ne peut pas être la spécialité et le précaré, par exemple, d'un service prévention.
ça doit vraiment se co-construire avec l'ensemble des acteurs d'une organisation, et je dirais des acteurs internes et pour certains externes. C'est-à-dire que ça doit aussi prendre en compte tout le réseau de prestataires qui est présent. Ça doit prendre en compte les riverains et on va dire la typologie du secteur dans le sens de la ville, ou en tout cas de l'environnement dans lequel est implantée cette industrie. Donc c'est vraiment ça que je retiens. C'est cette nécessaire co-construction de la culture sécurité. Et de l'autre, c'est mais vraiment dans le rôle de Nixie ou de quelqu'un qui est là pour accompagner des démarches, c'est cette forme un peu je dirais, d'intransigeance, de poser les questions qui dérangent, d'aller chatouiller quel que soit le public, toujours d'une manière bienveillante. Mais en tout cas, d'avoir cette volonté de faire bouger les lignes en allant gratter et poser des questions qui dérangent un peu. Très bien. Et, une autre question encore basée sur votre parcours. Est-ce que vous pourrez nous dire finalement le challenge qui a été le plus compliqué à relever à ce poste-là? Alors, ils sont à deux niveaux. D'un côté, vis-à-vis de la diversité des secteurs d'activité sur lesquels on intervient. Initialement, on intervenait, je dirais, sur de l'industrie type nucléaire, oil and gas, qui sont globalement des industries où il va y avoir un niveau réglementaire déjà assez important et du coup de prescrit qui est assez important. Et donc, on était plutôt sur ce qu'on a tendance à appeler la sécurité réglée. Donc, on considère qu'on va avoir un assez bon niveau de sécurité parce qu'on est en conformité avec tout un ensemble de règles. Et quand il y a un secteur d'activité qui a commencé à bien se développer, à s'intéresser à la culture sécurité, c'est le secteur du BTP. Et le secteur du BTP, bien qu'il ait aussi tout un pan de règles qui est assez important, il y a énormément également d'aléas qui sont gérés au quotidien sur les chantiers. Et donc la part de la sécurité gérée, c'est-à-dire le fait de vraiment également en temps réel de prendre en compte la sécurité dans les arbitrages au quotidien, nous a un peu bousculé. Il nous a demandé de revoir certains modèles qu'on avait en tête parce que ce qui est applicable au nucléaire, par exemple, n'est pas totalement applicable et en l'état pour la construction d'un immeuble. Pour autant, dans les deux cas, on va avoir des risques d'accidents graves et mortels, par exemple. D'accord. Donc, c'était inhérent au secteur et finalement aux contraintes de l'activité, quoi. Tout à fait, oui. Ok, très bien. Alors, on va continuer sur une partie recommandations. Quelles sont les ressources, que ce soit site web, livres ou autres, que vous pourriez nous recommander liées à la prévention des risques? Alors, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Je dirais il y a quelques essentiels, en particulier les derniers essentiels de l'ICSI sur le sujet, que ce soit sur la culture sécurité ou sur la prévention des accidents graves et mortels. Il y a également, bien évidemment, les podcasts de Safety Vigilante que j'apprécie beaucoup. Il y a le dernier livre de Isabelle Simonetto qui vient de paraître il y a moins d'un mois et qui est aussi vraiment très intéressant sur les apports de la neuroscience pour
dans la prévention des risques et en lien avec les erreurs humaines. Et puis, il y a d'autres ressources alors que j'aime beaucoup, alors qui ne sont pas directement liées à la prévention des risques, mais que j'apprécie en particulier, j'aime beaucoup les regarder avec ma fille. C'est des publications du CNRS qui s'appellent Un zeste de science et qui sont des ressources pour démystifier et vulgariser plein de concepts scientifiques. D'accord. Bah, déjà, merci beaucoup pour la recommandation. Et un zeste de source, je connais pas du tout. Par contre, sur les neurosciences, ça me parle. J'ai déjà un invité enfin plusieurs invités qui sont venus sur le sujet, mais il y en a un précisément qui avait abordé le sujet. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un levier qui est en train d'être découvert sur la sécurité, les neurosciences, et que ça peut peut-être faire une différence à l'avenir. Donc, comme d'habitude, tous les liens seront en description de l'épisode. Ensuite, quels outils digitaux ou applications vous utilisez particulièrement? Et j'imagine qu'en ce moment, il y en a surtout quelques-uns. Au jour le jour, j'utilise beaucoup Teams, puisque c'est aujourd'hui un outil très largement utilisé par les différentes organisations et entreprises. Après, j'aime bien l'outil WooClap, qui est un outil de brainstorming, et en particulier quand on doit animer, que ce soit une réunion, un groupe de travail, une classe virtuelle, où on a envie que toutes les personnes qui sont autour de la table, enfin qui sont autour de leur écran, puissent participer. Donc j'aime beaucoup cet outil-là qui propose d'un côté des questionnaires, mais également du brainstorming avec un système un peu comme des post-it que chaque personne va mettre. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis un peu dans la même veine, mais que je dirais un peu plus ludique, on va avoir d'un côté Klaxoon ou Kahoot. Ouais. Alors, moi, je sais qu'on est dans mon organisation, on est très klaxon, mais je sais que Kahoot, c'est assez semblable et peut-être plus ludique. J'ai un doute, mais c'est vrai que c'est assez. Oui, Kahoot est plus ludique parce que c'est des systèmes un peu on va avoir des challenges et un peu des classements, en fait, quand on va avoir des quiz qui sont proposés. Très bien. Ensuite, quelle innovation en prévention des risques, du coup, vous avez vu récemment et vous pensez qu'il serait intéressant d'être plus largement connu? Alors, je dirais que ce n'est pas une innovation technique, mais plutôt des innovations organisationnelles. En particulier, je vois des entreprises qui positionnent de plus en plus les préventeurs en tant que coach plutôt qu'en tant que prescripteur, en tout cas, ou de rappel à la règle. Et avec la création de tout un réseau d'expertise interne. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est une innovation, mais au moins une évolution assez forte au niveau organisationnel et de la place qu'ont les services support à la sécurité ou la prévention. D'accord, très bien. Mais ça, c'est pas forcément technique. Et effectivement, j'ai une invitée quand elle est passée, elle parlait aussi de quelque chose d'organisationnel. Donc, c'est plus une tendance, si je comprends bien, de comment c'est en train d'évoluer pour le rôle du préventeur. Et donc, du coup, ça me permet d'arriver sur la dernière partie du podcast sur l'avenir de la prévention. Comment vous voyez évoluer le métier justement de préventeur à moyen terme? Mais c'est en lien avec ce que je viens de dire, de cette évolution. Je le vois beaucoup plus vers un métier de coach et d'accompagnateur interne et plus du tout, en tout cas beaucoup moins de relais de la prescription, ce qui va les amener aussi à devoir avoir une culture qui soit beaucoup plus transverse, qui s'intéresse beaucoup plus aux différents métiers et activités qu'ils devront accompagner. Et je l'espère aussi un intérêt grandissant aux facteurs organisationnels et humains, à la neuroscience et à la culture de sécurité. D'accord.
Espérons que ça aille dans ce sens. Et, euh, et enfin, la question que je pose à tous les invités, que pourriez-vous conseiller à la jeune Dounia qui débutait? Je dirais de profiter de toutes les opportunités pour apprendre, voyager, se frotter à d'autres cultures, que ce soit d'un pays ou d'un secteur d'activité, et d'avoir toujours en tête que personne ne détient seul les clés de la sécurité, que c'est une co-construction et que c'est pas non plus l'expert qui a toutes les clés de la sécurité. Donc le plus important, c'est que ce soit une co-construction, que ça vienne d'eux, des gens qui sont autour de la table, des acteurs au quotidien. C'est eux qui ont la vérité sur la sécurité. Et l'autre, c'est de ne pas hésiter à challenger, à déranger, à bousculer un petit peu, tout en étant bienveillant. Très bien, ne pas hésiter à challenger. J'aime beaucoup cette dernière pensée. Merci beaucoup, Dounia, d'être venue partager votre expérience avec nous. Est-ce que vous pourrez tout simplement nous dire où on pourrait vous contacter si on veut continuer de discuter du sujet avec vous? Directement déjà via mon mail, dounia.tazi@icsi-eu.org. Et puis, je vous invite aussi à suivre les webinaires de l'ICSI. Rendez-vous au prochain qui aura lieu le 4 février. Très bien. Merci beaucoup, Dounia. À très vite. Merci. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!